Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatique News pour cette édition de l'invité IT de la semaine. Alors cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Noël de Galzin, qui est président du directoire et fondateur de Wallis Group, éditeur de logiciels de sécurité français, mais on va y venir dans quelques minutes. Jean-Noël, comme d'usage dans cette émission, on commence toujours par une première question sur votre actualité de la semaine. Qu'est-ce qui, dans le secteur de la tech, en général, a retenu votre attention ces derniers jours, ces dernières semaines ? Écoutez, l'actualité va très vite dans nos domaines, mais je dirais que après un certain nombre de polémiques autour de la stratégie de cloud ou pas de stratégie de cloud souverain, pas de cloud souverain, il y a quelques semaines en France, on a vu l'État investir dans une stratégie nationale de cybersécurité sous l'impulsion de la filière et avec assorti d'1,8 milliard d'euros dans lequel on retrouve à la fois un investissement dans une stratégie mixte avec les GAFAM, assez réaliste, sur lequel beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de partenariats de membres de la filière s'interroger et cohabiter avec une stratégie ambitieuse autour de la création d'une filière numérique de confiance. Non pas cloud de confiance, mais numérique de confiance, avec des applications, des infrastructures, de la cybersécurité, et qui est intéressante et qui nous permet de financer, je l'espère, des beaux projets, des coopérations, et j'espère qu'il fera surtout prendre conscience aux acheteurs dans le secteur public, aux acheteurs dans le secteur privé, qu'il y a des alternatives aux GAFAM en matière de cloud et qu'il faut donc regarder un petit peu les offres qu'il y a autour de nous. Nous avons beaucoup de start-up, beaucoup de sociétés dans ce domaine-là, qui sont en train d'émerger avec, par exemple, récemment, l'entrée en bourse d'OVH Cloud, qui est quand même une start-up issue française qui a réussi à construire un chemin, bâtir un chemin pour devenir un géant mondial. Et voilà, c'est un encouragement à aller dans cette voie-là et à faire du cloud européen, qui s'appuiera notamment sur toute cette filière que nous sommes en train de faire émerger et OVH pour devenir une alternative aux GAFAM industrielles et donc avec des réussites commerciales qui feront des retombées pour tout le monde. Alors en tant qu'acteur industriel, vous ne pensez pas qu'il y a un sujet sur notamment les dépenses publiques, la primauté de la dépense publique en travers d'acteurs européens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet juridique, une loi, quelque chose à faire ? Alors là, je parle en tant qu'entrepreneur dans la cybersécurité, mais c'est vrai qu'on est très impliqué dans le comité de filière cybersécurité, à travers des groupements comme Exatrust ou d'autres. Et c'est vrai que nous, on prône la création d'un European Business Act dans lequel on donnerait la primeur, où on réserverait une part des marchés qui peut aller entre 30 et 50% pour les PME européennes. Et également, et particulièrement en matière de secteurs stratégiques dans lesquels on retrouve l'intelligence artificielle, les deep tech, la cybersécurité, le cloud. Et c'est absolument indispensable parce qu'il s'agit de construire la vie du futur. Voilà, donc c'est beaucoup d'emplois à créer. C'est aujourd'hui une balance commerciale totalement déficitaire. Donc il y a tout à gagner à faire ça. Et j'ajoute que nos enfants, ils rêvent de quoi aujourd'hui ? Ils rêvent de travailler dans ces domaines-là. Donc, offrons-leur des débouchés naturels qui viendront renforcer nos rangs et ressourcer et créer encore davantage de développement, de croissance et de start-up. Très bien. Alors, venons-en à Wallis, parce que vous êtes là pour ça ce matin. Vous êtes venu sur notre plateau il y a 4 ans maintenant. Il a dû se passer quelque chose entre les deux. Et quand on s'était quitté, vous étiez à l'époque, ça fait un peu, éditeur de logiciels dédié à la sécurisation des accès à privilèges. Oui. 4 ans plus tard, je pense que le périmètre a bien évolué. Est-ce que vous pouvez nous faire un portrait un peu précis de Wallis et où vous en êtes aujourd'hui ?
Alors c'est vrai que Walix, c'est au départ un éditeur de logiciels de cybersécurité positionné sur ce qu'on appelle le PAM, le Privilege Access Management, la gestion des comptes à privilèges. Donc nous, notre rôle au départ, dans ce qu'on appelle la sécurité des systèmes d'information, consiste à sécuriser les accès à privilèges dans tous les systèmes informatiques. Donc ce sont les mots de passe-route sur les machines ou les équipements, dans les applications et également partout où il y a des objets ou des systèmes numériques. Maintenant, ce que nous avons fait autour de cette technologie bastion de PAM, nous avons enrichi notre portfolio pour y ajouter des moyens d'exporter, on va dire, ces technologies de gestion des comptes à privilèges dans les réseaux industriels pour protéger les accès aux réseaux industriels, les accès aux systèmes industriels. Et on sait que lorsque l'on parle, par exemple, d'industrie du futur, de villes connectées, de voitures autonomes, on parle d'objets, d'équipements qui vont embarquer des objets numériques avec énormément d'accès interconnectés avec l'extérieur à distance. Et donc, il va falloir dérisquer en quelque sorte tout ça. Et ensuite, on a enrichi ça aussi pour tout ce qui concerne les applications développées dans le cloud, puisque de plus en plus, on parle souvent d'informatique legacy, c'est-à-dire d'informatique des systèmes d'information préexistants ou qui sont développés à l'intérieur des réseaux des entreprises, mais beaucoup aujourd'hui d'applications et d'infrastructures sont déportées dans le cloud ou développées dans le cloud. Et donc, on va proposer à nos clients de pouvoir gérer la problématique de l'accès directement dans leurs applications pour faire en sorte qu'elles évitent de se retrouver avec des incidents qui vont mettre à mal, par exemple, leur site internet, leurs applications, leurs intranets, toutes les bases de leurs clients qui sont directement gérées dans le cloud. Ça peut être aussi, par exemple, ce qu'on appelle les shop floors, c'est-à-dire les passerelles d'objets connectés qui sont développées directement, nativement dans le cloud. Et enfin, on a aussi enrichi en allant vers le poste de l'utilisateur, c'est-à-dire que aujourd'hui, un utilisateur de compte à privilège ou de compte à risque, c'est aussi un simple utilisateur qui va accéder à Office ou en télétravail, effectivement, à ces applications, que ce soit les applications dont vous parlez en SaaS, ou alors les applications à l'intérieur de l'organisation, de l'entreprise. C'est par là qu'arrivent énormément de ransomware, de malware, de cryptovirus qui vont être injectés via un VPN dans le réseau de l'entreprise ou dans le cloud et qui vont tout arrêter. Donc c'est extrêmement important de dérisquer cela, et donc on a fait l'acquisition d'une société en Espagne qui s'appelle Cymax avec une technologie qui s'appelle BestSafe qui permet d'étendre cette notion de gestion des comptes à privilèges sur les postes de travail et les immuniser contre ces risques-là. Donc globalement, je dirais que aujourd'hui, l'évolution majeure que l'on essaye de faire, c'est de permettre à un DSI ou à un responsable sécurité informatique de gérer globalement ses accès dans un environnement où le numérique va permettre aux organisations de devenir plus agiles et de faire une transformation numérique de confiance. Et sur le chemin du modèle on-premise au modèle SaaS, oui. Vous en êtes où ? Alors, notre business est évidemment bascule de manière importante vers un business de souscription. Une grosse partie de nos applications maintenant, de nos nouvelles applications ou nouvelles propositions sont en service managé ou en SaaS ou en souscription. Donc, naturellement, on fait ce que j'appelle, moi, une transition douce vers un modèle de souscription et de récurrence. On a passé les 50% en fin d'année dernière et donc on est sur le chemin de ce business-là. Votre vision, c'est 100% non. ou non? Non, c'est pas 100% parce qu'on est dans un business qui concerne les infrastructures essentielles, notamment toutes les infrastructures dans la santé, des hôpitaux, les infrastructures des industriels, les infrastructures dans la banque, dans l'assurance, toutes ces infrastructures qui ont besoin de sécuriser leurs accès parce que sinon elles risquent de voir des fuites de données massives. On en a vu encore récemment avec des entreprises cotées qui sont dans tout un tas de segments différents, mais c'est aussi toutes les infrastructures dans le cloud. Donc tous ces services-là ont besoin de gestion des comptes à privilèges. Tout DSI,
tout responsable sécurité d'entreprise, aujourd'hui, a besoin de mettre en place un bastion et un système de gestion des comptes à privilèges. C'est ce qui va lui permettre de reprendre le contrôle de son accès avant d'ouvrir les accès plus massivement à tous ses utilisateurs, la mobilité à ses utilisateurs. Donc oui, il y a aujourd'hui un enjeu autour de ces questions-là. Et voilà, on est naturellement dans une optique de donner un accès aisé à ce type de technologie facilement, naturellement imbriqué dans les systèmes d'information et dans les réseaux, et le plus largement possible. On est aussi installé maintenant dans 10 pays, par rapport à la dernière fois où on s'est rencontrés. Oui. On est installé dans 10 pays, on est 210 personnes, on vend dans 70 pays. Donc on est capable d'accompagner nos clients sur leur déploiement international et de faire en sorte que la cyber des accès soit accessible à tous. Très bien. Alors, vous avez sorti une nouvelle version de votre produit historique, oui. Walix Bastion, la version 9. Sans rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas forcément l'intérêt de notre audience, mais à grands traits, c'est quoi les nouveautés significatives ? Alors, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur la capacité à intégrer la gestion des comptes à privilèges dans les applications SaaS, comme je l'évoquais. D'accord. Il y a cette notion d'intégration avec BestSafe, donc pour protéger les serveurs, pour protéger les postes bureautiques, pour protéger les consoles industrielles contre les immuniser, on va dire, contre les risques d'incidents liés à des applications, des ransomware, des cryptovirus. On va dire que le Bastion 9, c'est une évolution vers ce que j'appellerais le PAM ou la gestion des comptes à privilèges, la sécurité de l'accès pour tous. Voilà, on va vers cela et du reste, on en reparlera puisque le 10 décembre, je ferai une présentation de notre plan stratégique 2022-25 et c'est vrai que cette idée du PAM for All, le PAM pour tous, c'est cette idée de, en interconnectant le système de PAM grâce à des API, de rendre les accès au système d'information auditables en permanence. On a beaucoup fait d'efforts aussi pour que les clients puissent, qui sont souvent assujettis à des réglementations dans différents pays dans le monde. Des gens comme ça. Ouais. Tout à fait. Mais aux États-Unis, il existe des réglementations comparables dans d'autres pays. Et donc, on fait un effort pour que le système de PAM, le Bastion, soit un système qui permet d'arriver à une forme de conformité réglementaire plus rapidement. Donc c'est un des aspects qui a beaucoup évolué. Et voilà, je dirais d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est le PAM pour tous. D'accord. Alors, autre point, on avait noté une stratégie de partenariat assez globale finalement. On avait noté Schneider Electric dans l'industrie, des acteurs comme Okta et SailPoint dans la gestion des identités. C'est quoi l'objectif de cette stratégie un peu de partenariat, je dirais pas dit tout azimut, mais élargie? Alors, c'est une stratégie de partenariat très ouverte. En fait, on a un Walix Partner Programme dans lequel on va permettre à des partenaires distributeurs. On a signé des partenariats de distribution en Espagne avec Tech Data, on a signé en Allemagne, on a signé en Italie avec Exclusive Network, on a signé aussi en Afrique avec ce même Exclusive Network, on a signé aux États-Unis avec Arrow ECS, et après on va recruter tout un tas d'intégrateurs et de revendeurs qui sont formés, certifiés pour ce faire. Donc ça, c'est notre modèle économique. On l'assied aussi sur la Walix Academy, qui est en fait notre académie de formation, qui va permettre de former des administrateurs, de former des utilisateurs, de former des formateurs. Et ensuite, on a un programme de partenariat qui va nouer des alliances avec, on va dire, acteurs du secteur. Voilà, on va dire trois types de secteurs en particulier. D'abord, tous les acteurs de l'IT avec lesquels nous sommes interconnectés dans les systèmes d'information, avec notamment dans le domaine de l'IAM, ceux que vous avez cités. On a signé aussi on a fait des alliances aussi avec par exemple des
des gens qui font du monitoring des systèmes d'information, par exemple des gens comme Splunk ou Logpoint plus récemment. On va signer donc avec tout cet écosystème pour que les données qui sont générées à travers un bastion puissent être exploitées directement dans les systèmes de monitoring ou de gestion du risque. Et là, on est en train de travailler sur tout un tas d'autres alliances stratégiques sur ces sujets-là. On a un deuxième grand axe qui est l'industrie, les partenaires industriels ou les partenaires de l'industrie du futur. Et là, on a signé avec le groupe FIV, par exemple, pour leur permettre d'interconnecter les chaînes de production numériques, embarquant des objets numériques avec l'extérieur, à distance, pour remonter aussi des données de manière sécurisée. On a aussi signé avec Schneider Electric une alliance importante où on met Walix à l'intérieur de leurs équipements, c'est ce qu'on appelle Walix Inside. Donc l'industrie est un axe très fort chez nous. Et enfin, on signe avec des fournisseurs de cloud ou ce qu'on appelle des Managed Security Services, des fournisseurs de services managés, qui ont besoin de fournir des accès sécurisés à leurs clients, à leurs utilisateurs, et qui vont nativement pouvoir interconnecter le bastion avec tout utilisateur qui se connecte. C'est le PAM pour tous. D'accord. Alors justement, parce qu'on parlait de PAM pour tous, on a relevé que vous étiez passé challenger dans les fameux carrés magiques de Gartner. Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, c'est quoi? C'est un acheminement, c'est le début d'un projet, d'une histoire? Écoutez, c'est le signe que Walix est en train de devenir un acteur mondial. Voilà, je pense que c'est comme ça, nous, qu'on l'a pris. C'est un encouragement à devenir un leader technologique sur notre segment de marché, qui devient un segment de marché de plus en plus clé, on va dire, dans la construction de systèmes d'information résilients et sûrs. Et effectivement, quand on était venu vous voir, on était acteur de niche, maintenant on est challenger. Ce qui va nous permettre, je pense, de devenir un acteur leader, c'est d'être plus présent, notamment aux États-Unis, où c'est vrai que le Gartner va privilégier des acteurs qui sont déjà très installés aux États-Unis, qui ont beaucoup de clients aux États-Unis, et nous avons plutôt fait un effort pour déjà bien couvrir et être bien présent sur notre marché historique. C'est d'ailleurs ce qui fait aussi qu'on est, par exemple, overall leader chez KuppingerCole, qui est un autre analyste du marché, mais c'est vrai que c'est un analyste européen. Alors que Gartner est un analyste américain. Et bien sûr, nous continuons à développer la société et nous avons des plans pour monter en puissance, notamment aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans d'autres continents, territoires, dans lesquels nous pensons que, on va dire, l'accès facile à la sécurité de l'accès au PAM va être une proposition de valeur qui va intéresser plus de clients, et ça nous permettra, je l'espère, de continuer à évoluer dans le bon sens. Mais évidemment, être challenger au Gartner, ça nous apporte de la visibilité et beaucoup d'opportunités commerciales aux quatre coins du monde. Alors justement, vous parlez d'opportunités commerciales, Jean-Noël, l'ANSSI a identifié, on revient en France, a identifié 10 produits clés dans lesquels vous avez au moins 3 familles de produits. Est-ce que, on peut dire, la gestion des accès à privilèges, évidemment, la gestion des mots de passe et la sécurisation de l'Active Directory. Est-ce que pour vous, c'est un driver de croissance ou finalement c'est un événement parmi d'autres? Alors j'ai eu l'occasion d'en parler avec justement Guillaume Poupard, puisque c'est une stratégie qui avait été inscrite. Donc ça fait partie d'une stratégie qui a été inscrite dans ce qu'on appelle la stratégie nationale de cybersécurité, à laquelle vous savez que j'ai beaucoup contribué en tant que patron de la filière cybersécurité au sein du comité de filière industrie de sécurité. Donc c'est un sujet c'était important pour nous de mettre en place en France une stratégie nationale de cybersécurité très axée sur ceux qui en ont le plus besoin et qui sont en première ligne, notamment sur la pandémie, c'est le secteur santé, les hôpitaux, le secteur des collectivités locales et les ports. Ensuite, ce que je disais, donc l'ANSSI a mis pilote avec France Relance un fonds de 160 millions d'euros pour permettre à tous ces gens que j'ai cités de financer des projets de cybersécurité. Et l'ANSSI, dans son rôle on va dire, de régulateur du marché et d'indicateur de RSSI de l'État, a préconisé, on va dire, les 10 solutions. Chantiers prioritaires. Exactement, les priorités. Et donc, c'est clair que la gestion des comptes à privilèges, la sécurité des accès,
et puis toute la problématique de la gestion des mots de passe qui est un fléau, hein, disons-le, hein, qui est on va dire c'est un fléau pour les uns et une opportunité pour d'autres. Pour d'autres, voilà. Eh bien, nous avons donc nous sommes positionnés sur ces sujets-là, évidemment, puisque notre solution est certifiée. Et comme je le disais à Guillaume Poupard, nous avons beaucoup œuvré pour faire en sorte d'être un vecteur de cette stratégie-là pour les acteurs du marché, qui ont une problématique, c'est que eux, il y a un gros retard en matière de cybersécurité chez ces acteurs et chez beaucoup d'acteurs de toute façon de manière générale. Et donc ils ont besoin de financer beaucoup de choses. Et le fait qu'il y ait un fonds qui aide les utilisateurs à s'équiper est quelque chose de très positif. Et nous, on a été un vecteur de ça pour encourager un certain nombre de nos clients, de nos partenaires, de nos prospects, de nos contacts à concevoir un projet de sécurité dans lequel il y avait ces composantes, accès, mot de passe et Active Directory. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de retours, c'est-à-dire qu'on a énormément de projets qui nous remontent, qui sont signés désormais. Alors ça va jamais assez vite. Il y a toujours un sujet de complications administratives au départ pour les premiers projets, mais j'ai la sensation qu'aujourd'hui le système est mieux rodé. L'ANSSI a fait un effort de relation avec l'écosystème pour que ça soit facile d'accès. Et Gwenaëlle Martinet, qui a travaillé sur ce sujet-là aux côtés de Guillaume Poupard, a bien travaillé, à mon avis, pour faire en sorte que ce soit accessible, clairement indiqué. Et je pense que ces 160 millions d'euros vont être vite utilisés par nos clients et qu'il faudra remettre de l'argent parce que l'effort, c'est un coup de pouce. C'est comme le marathon, ça s'arrête pas. Ah là, il faut y aller. Non, mais il faut y aller. C'est une chance juste extraordinaire de rattraper un retard qu'on a pris depuis de nombreuses années, puisque on consacre à peu près 3 à 5%, enfin ces entités consacrent 3 à 5% en France de leur budget informatique à la cyber. On dit le cap, il a été donné. Il faut aller à 10% des budgets informatiques dans la cyber. C'est vous dire qu'il y a quand même beaucoup de retard. Justement, quand vous étiez venu il y a 4 ans, vous regrettiez que le budget cyber soit un peu, on va dire ça les choses trivialement, un peu le dernier roue du carrosse. 4 ans plus tard, une pandémie passée, ou en cours d'ailleurs, peut-être pas passée, c'est peut-être un bien grand mot. Est-ce que vous feriez le même constat ou est-ce que, pour rebondir sur ce qu'on venait de dire à l'instant, il y a un élan, en tout cas il y a une volonté claire des directions générales, parce que c'est aussi là que ça se décide, et des DSI d'augmenter la part des budgets cyber dans les budgets informatiques. Vous preniez l'image d'un carrosse, si on prend l'image d'une voiture en pleine vitesse sur la route de l'innovation et de la transformation numérique, évidemment, il y a des obstacles et ils arrivent plus vite. Donc la 5e roue de la voiture supersonique, elle est souvent très utile. Oui. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui, un directeur d'entreprise qui pilote la transformation de son business, qui s'appuie en grande partie sur la transformation numérique et qui ne consacrerait pas les moyens qu'il faut à la cybersécurité, fait courir un risque très fort à son entreprise, son patrimoine, ses actionnaires. Voilà, la cybersécurité, c'est une mesure de saine gestion. C'est absolument indispensable et c'est obligatoire, je le rappelle, dans le cadre du règlement général sur la protection des données. C'est indispensable pour construire des innovations qui soient durables. Et je dirais que c'est une question aujourd'hui de responsabilité numérique. Et du reste, c'est un axe sur lequel nous, Walix, on est très engagés et on va encore davantage s'engager en allant continuer à sensibiliser les directeurs d'entreprise, les directions générales, les gérants, toutes les associations qui représentent un grand nombre d'utilisateurs, faire en sorte aussi d'aller chez les plus jeunes, dans les écoles, mettre nos produits à disposition pour leur permettre du plus tôt possible de savoir qu'il existe des possibilités de gérer par exemple les mots de passe de manière automatique et simple, de faire en sorte que les accès au système d'information, que ce soit en télétravail ou ailleurs, soient le plus simple et sécurisé possible, faire en sorte de concevoir des architectures, des applications, des systèmes qui soient sécurisés par design, qui protègent les données personnelles, non personnelles,
par conception. Et donc, oui, le chemin est encore relativement long, mais je pense qu'il y a une prise de... Oui, voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a beaucoup d'incidents. Hein. On voit les malwares, les ransomware. Enfin, ça a été multiplié par 4 entre 2019 et 2020. Donc, on voit bien que si je prends une analogie avec la pandémie, on est dans cette phase ascendante. Donc, il n'y a pas d'autre choix pour un dirigeant d'entreprise aujourd'hui que d'avoir en tête que son budget de la cybersécurité va être multiplié par 2 dans les 2-3 ans qui viennent, avec un effet de rattrapage, et de toujours penser au moment où on va investir à regarder les offres locales, les offres européennes, les offres françaises. Justement, j'allais y venir pour conclure cet entretien. Oui. J'étais avec 2 RSI hier sur un plateau de camarades d'IT for Business, et ils relevaient l'excellence technologique européenne avec beaucoup d'acteurs de grande qualité technologique, mais finalement, les leaders, ils ne sont pas là, ils sont américains. Aujourd'hui, de votre point de vue, en tant que patron de Walix, mais aussi acteur de la filière, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas ces grands acteurs de la sécurité européens ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, si c'est une volonté d'y arriver? Écoutez, on a tous les fondamentaux pour créer des leaders. On a créé des leaders dans le passé, dans le ferroviaire, dans la conquête de l'espace, dans l'aéronautique, dans l'atome, dans tout un tas de sujets. Donc, on a le potentiel sur ces sujets d'IT, de nouvelles technologies, et particulièrement dans le domaine de la cybersécurité, de créer des leaders. Nous, c'est notre mission, c'est notre ambition de créer un leader mondial dans le domaine de la cybersécurité des accès pour les organisations, pour les entreprises, dans tous les métiers, en ayant une base technologique et un ADN français, européen. Voilà, c'est notre ambition, nous pensons qu'il y a une opportunité. Et en fait, aujourd'hui, vous avez beaucoup de pépites technologiques en France, en Europe, sur ces sujets-là, sur les deep tech aussi, sur l'intelligence artificielle. Simplement, ce que l'on n'a pas réussi à faire en Europe, c'est industrialiser nos entreprises. Et je dirais quelque part, y croire, tout simplement. Y croire, qu'est-ce que ça veut dire? Je reviens sur mon idée de la responsabilité numérique. Quand vous achetez de l'IT, arrêtez d'acheter systématiquement des produits américains, parce que ça rassure ou ça sécurise ou que les marques sont connues et qu'on ne va pas, en cas de problème, se retourner contre vous. Le risque que vous prenez, que vous avez l'impression de prendre à court terme, c'est un échec à moyen ou long terme. Donc aujourd'hui, dans les achats, il y a une responsabilité. Dans les investissements que font nos pays, que fait l'Europe en matière de réglementation, en matière d'investissement dans la recherche, dans l'innovation, d'investissement dans les solutions avec lesquelles elle s'équipe, on doit maintenant clairement faire en sorte que l'informatique qu'on met en place, le numérique qu'on met en place, nous ressemble et soit conforme aux réglementations que l'on écrit et que l'on divulgue. Et enfin, d'une manière générale, il y a évidemment un sujet de croissance des entreprises, c'est-à-dire que nos startups, pour croître, vont s'installer ou sont rachetées par des fonds ou des entreprises américaines. C'est bien entendu, on est partenaires, donc on doit travailler ensemble, mais ça veut dire aussi que nous devons nous doter des moyens d'accompagner la croissance de nos startups, de nos entreprises. Je connais bien le sujet, j'ai choisi d'aller en bourse parce que on voulait se donner une chance de rester européen dans notre domaine de la cybersécurité qui est largement israélo-américain. C'est possible. Et il existe une nouvelle génération aujourd'hui d'entreprises comme la nôtre, et moi j'encourage beaucoup d'entrepreneurs à regarder ces solutions-là. Et évidemment, on aura besoin, comme je le disais, c'est bien qu'on en arrive là, parce que je vous le disais en début, je vous parlais d'un European Business Act. Moi, je pense qu'il faut qu'on privilégie l'achat de nos solutions, parce qu'on a besoin en cybersécurité. C'est pas seulement une solution qu'on choisit, c'est un projet qu'on met en place, et on a besoin de support à moyen et long terme en cas d'attaque, en cas de problème, ce qui justifie d'avoir des partenaires locaux. Donc, pour moi, il y a besoin d'un European Business Act. Pour moi, il y a besoin d'une chaîne de financement qui nous permette, quand on va vers des tours de table plus importants, de pouvoir trouver des tickets de 50, de 70, de 100 millions d'euros. Et l'argent existe. Oui. Il y a les fonds européens,
il y a la Banque européenne d'investissement, il y a tous les instruments qu'il faut pour le faire. Donc, organisons, on est en train de s'organiser en filière dans différents pays. L'ENISA et des centres de compétences européens, tout un tas de choses sont en train d'être créées. Maintenant, il faut mettre tout ça dans le bon ordre. Voilà. Et je suis plutôt optimiste sur le fait qu'on va être capable, quelques-uns d'entre nous, parce que j'espère bien que Walix sera un fer de lance, pour montrer qu'on est capable de réussir à créer des champions mondiaux européens dans ces nouvelles technologies, et notamment la cybersécurité. Très bien. Écoutez, Jean-Noël, je vous remercie. On propose de conclure sur cette note optimiste. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis pour cet entretien avec Jean-Noël de Galzin. Je vous souhaite en attendant une très belle semaine et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel invité de la semaine. À bientôt. Merci. Merci.